Le débat sur Direct Gestion, la suite. Mes invités ce matin pour ce spécial États-Unis. Mathieu Rollin de Swiss Life Banque Privée et François Roudet de Lazare, gérant Action US. François, juste avant la pause, on parlait de la Fed. La Fed qui nous tient en haleine, pas très impatiente, ni patiente d'ailleurs, a déclaré Janet Yellen il y a quelques semaines. En revanche, elle parle quand même de relèvement de taux. Elle a dit qu'il sera approprié à un moment donné cette année de faire les premiers pas pour relever les taux fédéraux de l'argent au jour le jour. Qu'est-ce qu'on retient cette année ? Cette année, c'est l'élément important. Après les incertitudes sur le deuxième trimestre, effectivement, on pensait encore il y a 4 mois qu'elle remonterait les taux dès le mois de juin. Bon, Madame Yellen regarde deux choses principales, le chômage. Et dans le chômage, le taux de chômage est devenu relativement faible à 5,5%. Mais elle regarde un niveau de chômage plus global avec le sous-emploi, où on n'est pas loin de 10%. Et alors, qu'est-ce que c'est que le sous-emploi ? Ce Expliquez-nous. sont des gens qui n'arrivent pas à travailler le nombre d'heures qu'ils voudraient. D'accord, donc qui ils ont n'ont des pas espèces de mini-jobs. des temps partiels. Aux États-Unis, il y a une grande flexibilité dans le contrat de travail qu'on peut avoir. Et donc, c'est des gens qui cherchent un travail et qui n'en trouvent pas forcément et qui ne rentrent pas dans la première catégorie, un peu comme nous, les A ou les B, et des gens qui ne travaillent pas au taux plein. Et donc, elle regarde cela et elle considère que les créations d'emplois, même si on a eu 3 millions de créations d'emplois l'année dernière, à taux plein, ne sont pas encore suffisantes. Et le deuxième élément, c'est qu'elle aimerait que le rythme de croissance de l'inflation, de hausse de l'inflation, revienne vers des niveaux de 2%. Et elle ne le voit pas encore. Mais en même temps, ce qu'elle a dit lors des dernières minutes de la Réserve fédérale qu'on a pu avoir, qui ont été publiées, c'est qu'il ne fallait pas non plus attendre d'avoir ces indicateurs-là pour remonter les taux, sinon on risquerait d'avoir une surchauffe. Donc on est entre ces deux discours et elle essaye beaucoup de gérer les marchés de façon à ce qu'on n'ait pas de problème de tension sur les taux tel qu'on a pu l'avoir récemment. Donc la hausse sera très graduelle et effectivement devrait commencer vers la fin de l'année. Oui, Mathieu Rollin, vous disiez effectivement, ce ne sera pas mécaniquement 0,25 et 0,25 tous les mois, mais ça pourrait être, on va dire, à un moment donné, pour respecter en fait ce qu'on appelle la guidance, donc dire, voilà, je fais ce que j'avais dit, donc je remonte une fois, mais pas forcément suivi de remonter effectivement dans le temps. Oui, parce que voilà, on l'a dit, elle est très pragmatique, elle marche un petit peu sur des œufs aussi. Et quand on a une reprise qui est très très forte, très solide, où tous les indicateurs sont vraiment ouverts, et comme ça a pu être par le passé, on peut se permettre une hausse très mécanique parce qu'on a un risque de surchauffe. Là, on n'y est pas du tout. On a une reprise qui est de bonne qualité de mon point de vue, mais qui n'est pas aussi forte que par le passé. Donc le risque de surchauffe est assez limité. On est quand même entre deux eaux. On voit qu'il y a toujours cette crainte, si vous voulez, que la reprise avorte. Et qu'on soit obligé, il y a même aujourd'hui dans les Échos un article où il faisait l'hypothèse d'un QE4 si effectivement les choses se passaient mal. Je crois qu'on n'y est pas du tout. Mais donc voilà, on sent qu'il y a véritablement la volonté d'être très prudent, très pragmatique. Et c'est ce qui fait qu'encore une fois, le timing va être vraiment l'élément clé si vous voulez, dans le relèvement des taux américains. Alors d'autant qu'on va passer à la microéconomie, on a vu au niveau des indices, pour le coup, ça patine un petit peu, 2,3% depuis le début de l'année sur le Dow Jones, le S&P 3,2%, mais messieurs, et c'est de ce dont on va parler maintenant, il y a des belles valeurs qui permettent de générer quand même des belles performances. On va commencer par vous, Mathieu Rollin, avec vos convictions. On l'a vu donc banque, secteur pétrolier et techno. On commence par les banques. Alors Bank of America, tout le monde connaît plus ou moins. On surfe sur la reprise de l'économie du crédit. C'est le mastodonte américain. On surfe effectivement sur la reprise du crédit, la reprise économique, la pontification de la courbe des taux. Voilà, c'est une banque qui est bien gérée. Mais plus intéressant, Silicon Valley Bank, moins connue. Celle-là, elle vous intéresse pour quelle raison ? Alors ça, c'est une petite banque que j'aime beaucoup. C'est la banque spécialiste de la Silicon Valley, comme son nom l'indique. C'est-à-dire qu'elle va financer toutes les startups de la Silicon Valley. C'est la banque incontournable. Quand vous êtes une startup, vous avez besoin de financement, vous allez voir la Silicon Valley Bank. Alors, on peut se dire, attention, les startups, c'est très risqué, on peut tout perdre, donc ce sont des crédits qui sont extrêmement risqués. Oui, sauf que quand vous êtes le spécialiste des startups dans la Silicon Valley, vous êtes au courant de tout. Donc quand vous êtes au courant de tout, vous avez moins de chances de vous tromper, premier élément. Le deuxième élément intéressant, c'est qu'en échange de crédit, la banque prend des warrants, c'est-à-dire des options sur les sociétés auxquelles elle prête. Est-ce qu'elle a déjà des succès justement à son actif de boîtes dans lesquelles elle aurait investi et même pris des parts? Il y avait FireEye qui était une société qui a été introduite en bourse, alors qu'elle a connu un parcours un peu difficile à la suite de son introduction en bourse, mais en tout cas qui avait plus que doublé en l'espace de quelques mois. Donc ça, c'est véritablement, si vous voulez, un des
un des éléments moteurs, si vous voulez, de la banque. Et le deuxième, c'est qu'elle dispose de dépôts très très importants, beaucoup plus importants que ce qu'elle va prêter c'est quoi, aux, c'est les millionnaires aux différentes qui mettent entreprises. leur argent à la Silicon Valley Bank? Sont les grosses entreprises, sont des gens qui souhaitent faire des dépôts, elles gèrent des liquidités assez importantes. Et donc avec la hausse des taux à venir, et compte tenu de sa base de dépôt très importante, c'est une des banques qui va le plus profiter du mouvement de hausse des taux courts. Donc c'est pour ça que c'est une banque qui m'intéresse beaucoup, et c'est la Silicon Valley Bank, donc très localisée, mais qui se développe un peu partout. Elle a des filiales en Israël, elle vient d'ouvrir il y a 1 an une filiale en Grande-Bretagne, et donc là aussi elle développe maintenant ses activités, mais toujours spécialisée dans le secteur des technologies. Donc ce qui fait que c'est véritablement un gage de qualité et de succès quand vous êtes le spécialiste. Moi c'est vraiment ce que j'aime dans les sociétés que je vais chercher, c'est je veux le spécialiste, le numéro 1 dans une niche, et là véritablement c'est un très bon acteur. Pour vous, François Roudet, on a aussi la liste de vos convictions, en tout cas des valeurs que vous aimez bien. Il y en a une, on va commencer par le secteur de la consommation avec Rostor. Expliquez-nous ce que c'est que Rostor. Alors Rostor, c'est une chaîne de magasins qu'on appelle de dégriffés en France, off-price aux États-Unis, qui en fait a... Ça serait un vente privée mais physique, un peu. Un petit peu, exactement. Alors, l'idée, c'est de s'approvisionner sur des surstocks, des faillites, des collections d'années passées. Par exemple, ils ont l'habitude d'acheter des collections de l'année précédente, de les mettre en entrepôt et éventuellement de les ressortir l'année d'après si on a passé la bonne saison, par exemple. Donc, c'est une chaîne qui se développe, qui est encore relativement jeune, qui a un potentiel de croissance de magasins ils peuvent doubler le nombre de magasins aux États-Unis. Leur enseigne, c'est Dress for Less. Ils ciblent essentiellement l'accessoire, le sac à main, tout ce qui est accessoires et le vêtement, un petit peu l'équipement de la maison, un petit peu le bagage. La rentabilité est assez élevée, la croissance des mètres carrés est importante puisqu'ils n'ont pas du tout saturé leur marché. Et ça s'adresse à la classe moyenne. Ça s'adresse à la classe moyenne. Qui ne peut pas moyenne. acheter peut-être le premium ou le sac qui vient de sortir. Voilà, mais qui va l'acheter à moitié prix. Leurs prix sont en général de 30 à 60% en dessous du prix dans des magasins normaux, des grands magasins ou des boutiques de marque. Ouais, et ça marche pas mal. Et ça marche plutôt bien. Il y a une croissance des ventes à surface comparable de l'ordre de 5%. Et ils croissent les mètres carrés à peu près de 4 à 6% par an. Et là-dessus, il y a un bon effet de levier opérationnel et donc on a une bonne croissance. Alors, ils viennent d'augmenter le salaire minimum, comme vous le disiez pour Walmart. C'est vrai qu'on augmente les salaires minimums. C'est le tout début de petites tensions peut-être sur le marché du travail, à $9 par heure. Il faut se battre un peu pour trouver certains personnels. Donc ça va prendre un petit peu sur les marges, mais ça ralentit pas la croissance et ça reste une très bonne société. Allez, on continue le tour des valeurs du côté de Mathieu Rollin. Vous aimez bien également donc ce fameux secteur pétrolier et donc pétrole de schiste. Et là, il y a une société qui exploite ça, c'est Emmerich, pardon, j'ai plus le nom. Emmerich & Payne. Emmerich & Payne, voilà, dont on voit la photo actuellement. C'est le spécialiste du forage et de la fracturation hydraulique. Donc les sociétés d'exploration et de production font appel à Emmerich & Payne pour réaliser les opérations de forage. Alors c'est une société qui a été massacrée quand le prix du baril s'est effondré. Donc là, très récemment. C'est lié justement au graphique qu'on montrait tout à l'heure où on voyait l'évolution du nombre de rigs. Justement, cette société est touchée de plein fouet par la baisse du nombre de rigs. Mais on voit bien que quand on touche le point bas dans le nombre de rigs en exploitation, derrière, on peut s'attendre à un rebond de façon assez légitime, et c'est la société qui en profitera en premier, si vous voulez. Donc c'est pour ça que c'est une société qui est plutôt bien gérée en termes de technologie, c'est un des leaders technologiques également. Donc ça aussi une société très solide, des caractéristiques qui me plaisent beaucoup, et d'un point de vue conjoncturel, le redémarrage du nombre de rigs, alors d'ici quelques mois, mais on sait très bien qu'il faut se positionner. Sur le graphique qu'on a montré tout à l'heure, on n'a peut-être pas encore touché exactement le point bas dans le nombre de puits en exploitation, mais on voit bien qu'on est proche du point bas, donc c'est maintenant qu'il faut venir se repositionner et renforcer, de mon point de vue, ce genre de position pour un redémarrage de la deuxième partie de l'année. On reste dans le secteur justement gaz de schiste ou exploitation. Il faut aussi, pour faire ce fameux fracking, on le sait, des produits chimiques et puis du sable, un sable un petit peu spécial qui est distribué en particulier par une société qui s'appelle iCrush. iCrush, oui. Alors, effectivement, comme vous le dites, dans le processus de fracturation hydraulique, on a besoin de sable rond. Alors c'est un sable un peu spécial, c'est pas celui qu'on trouve sur nos plages bretonnes ou de la Côte d'Azur, mais c'est un sable, voilà, on ne viendra pas nous le prendre. C'est un sable un petit peu spécial. Il y a quelques acteurs, US Silica notamment, iCrush, qui produisent ce genre de sable. L'intérêt si vous voulez, de ce genre de société en portefeuille, c'est quoi? C'est quand le nombre de puits
en exploitation va diminuant, ce que cherchent à faire les sociétés d'exploitation et de production, c'est d'augmenter le rendement de leurs puits, parce que bon, ils vont en fermer certains, mais les restants, on va chercher à extraire plus de pétrole, justement pour diminuer les coûts, augmenter la rentabilité de ces puits. Et donc ce que font les sociétés d'exploration-production, c'est qu'elles augmentent les quantités de sable utilisées, justement pour augmenter le rendement de leurs puits. Et donc, si vous voulez, l'augmentation du volume de sable dans le processus de production vient contrebalancer en partie, pas totalement, hein, vient contrebalancer en partie la diminution du nombre de puits en exploitation. Donc c'est, si vous voulez, un petit coussin amortisseur pour l'activité de cette entreprise. Et puis le deuxième élément, c'est qu'elle a 75% de sa production 2015 qui est déjà contractée, donc qui fait déjà l'objet d'un contrat. Il y a certes pression sur les prix, mais qui est très légitime dans l'environnement actuel. Mais malgré tout, on voit qu'il y a une certaine visibilité sur leur activité, et puis surtout un rendement qui est de l'ordre de 8-9%. Donc moi, c'est quelque chose qui me plaît en période actuelle, parce que quand on touche 8-9% par an, c'est déjà pas mal pour attendre la reprise c'est très bien en ce moment. du secteur. Nouvelle valeur du côté de François Roudet, on va regarder du côté de United Technologies. United Technologies, vous allez nous expliquer ce qu'ils font. C'est tout ce qui est, on connaît pour tout ce qui est instrument de climatisation. La climatisation, United Technologies est un conglomérat américain assez classique, mais très bien géré, qui est connu pour sa réfrigération à la fois dans l'air conditionné d'immeubles de bureaux notamment ou d'usines, la réfrigération embarquée dans toute la chaîne du froid sur les camions. C'est connu pour ses moteurs d'avion, enfin moins connu peut-être, mais les moteurs d'avion Pratt & Whitney, donc c'est un des trois grands, hein, avec General Electric, Snecma et Rolls-Royce. Et c'est aussi les ascenseurs Otis. Voilà, c'est aussi, mais c'est une activité qu'ils vont vendre, les hélicoptères Sikorsky. Et donc United Technologies, c'est une société. Alors ces sociétés industrielles, c'est pas qu'elles ont souffert, mais ont pas très bien progressé depuis 6 mois, 9 mois par rapport au marché, puisque justement cette reprise économique, notamment la partie industrielle de l'économie, n'a pas vraiment fortement repris. Ouais. Et elles ont été aussi un peu handicapées par la hausse du dollar, puisqu'elles sont très internationales. Mais c'est une très bonne société qui a maintenant un nouveau PDG, qui est un petit peu plus, je dirais, agressif dans la gestion de l'entreprise par rapport au précédent, et qui va restructurer un petit peu plus, redéfinir des priorités. Et une société qui est peu chère, qui est très fiable en termes de lisibilité des bénéfices et de croissance, et qui est sur différents cycles. Donc du coup, les cycles se compensent un peu. Il n'y a jamais de forte baisse. On est en général sur des cycles assez longs. Avec un modèle, on vend un moteur d'avion ou on vend un ascenseur. On ne gagne pas forcément beaucoup d'argent à la première monte. Par contre, pendant 20 ans, on va servir, voire 30 ans, le moteur ou l'ascenseur avec des pièces détachées, de la maintenance. Et ça, c'est le modèle imprimante qui marche bien. On ne vend pas cher le premier produit et après la maintenance. Alors on ne perd pas d'argent normalement sur les moteurs d'avion ou les ascenseurs à la vente. Mais c'est vrai que le modèle est le même. On va faire jeter un petit coup d'œil sur les autres convictions. On n'a pas le temps malheureusement d'en parler. On vous avait parlé de Rostorn United Technologies. Il y a aussi Home Depot, c'est un peu le Castorama français. Ecolab, là, c'est tout ce qui est pesticides, détergents. Voilà. Aussi des produits chimiques pour l'exploration pétrolière. Et après des choses plus connues, mais ce sera l'occasion d'une prochaine émission, messieurs, avec Accenture, Checkpoint Software, Google, Facebook. On n'a pas eu le temps pour Mathieu Rollin, qui a également en portefeuille qui suit le troisième secteur. Hein, c'est vrai, c'est techno avec le cloud, on n'a pas eu le temps d'en parler, Salesforce, Amazon, voilà, de très belles sociétés qu'on connaît aussi sous nos latitudes. Malheureusement, voilà, on est arrivé au terme de cette émission, c'était passionnant, merci de nous avoir accompagnés et de nous expliquer effectivement ce qui se passe aux États-Unis, puisque vous y allez souvent, vous suivez ces sociétés et vous trouvez les meilleures pépites. Je remercie donc mes invités, Mathieu Rollin de Swiss Life Banque Privée et François Roudet de Lazard. Merci messieurs. Cette édition de Direct Gestion est terminée. On se retrouve demain à 9h20 pour une nouvelle émission. Et tout de suite, c'est l'heure de Direct Investisseur.